Sur le milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une forêt sombre. Le droit chemin se perdait, égaré. Heureusement, je suis là pour guider les pauvres âmes perdues en reprenant mon émission Écran d'arrêt. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce problème ? Un de vos parents reste toute la journée devant un écran stupide, à se griller les quelques neurones qui lui restent. Et pourquoi ? Parce qu'il est addict. Ça peut être à binge-watcher des séries sur Netflix, à scroller son flux d'actualité maladivement sur Instagram, ou à cause des jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. C'est un fléau. On estime que 2 à 5% des joueurs ont un rapport problématique au jeu, parfois appelé rapport addictif. Depuis 2019, l'OMS classe le trouble parmi les problèmes et maladies, le caractérisant par 3 points. Perte de contrôle quant à la fréquence et la durée de jeu, priorité donnée sur les autres activités et continuation du jeu malgré ses impacts négatifs. Cette pathologisation peut être problématique, car on estampille de maladie un loisir qui est un refuge en cas de problème. Et comme souvent, les jeux ne sont pas la cause mais la conséquence des problèmes. Oui, mais pourquoi les jeux sont autant ciblés ? Ce n'est pas qu'une simple discrimination culturelle, c'est aussi que leur nature titille nos instincts et nos penchants naturels, notamment notre circuit d'apprentissage. Et je ne parle pas ici des jeux éducatifs, ou d'apprendre en s'amusant, mais de la création de connaissances dans notre cerveau en vue de prise de décision. C'est notre nature qui nous conditionne à être sujet aux addictions, pensant bien faire. Alors ne blâmez plus vos parents, scotchés à leur écran. C'est leur cerveau qui est défaillant, et qui, cherchant à bien faire, fait mal. Et comme tout drogué, la seule solution, c'est le sevrage. Du temps où nous étions des sauvages, où nous vivions dans des grottes et faisions la cour en assommant nos partenaires, il nous fallait expérimenter pour apprendre. Apprendre à chasser, à faire du feu, apprendre quel aliment est bon ou toxique. Les erreurs causent des dégâts et donnent naissance aux interdits, tandis que les actions bénéfiques sont récompensées par une décharge de dopamine dans le cerveau, créant un circuit d'apprentissage. J'ai demandé des précisions à Bénédicte Balland, neurobiologiste, qui a étudié l'addiction dans un laboratoire de recherche. Il faut savoir que le système de récompense est un système très ancien qui existe chez la plupart des mammifères et qui a un comportement très puissant d'apprentissage. C'est un système simplement qui va appuyer sur un comportement pour dire « il est bien, refais-le ». Cette naissance des savoirs de l'humanité peut faire écho à la naissance d'un humain, car bébé, on comprend rien et on fait n'importe quoi. On apprend progressivement à coordonner nos mouvements, à distinguer les éléments qui constituent le monde et les liens de causalité qui les régissent. Le développement de la psychologie de l'enfant suit des stades. Il a d'abord une intelligence pratique, qui tend à des réussites, boire, manger, dormir. Puis, il développe des schémas d'assimilation, qui ne sont au départ qu'un simple conditionnement. Lorsque je pleure, j'ai la tétée, alors j'associe les deux. Au début, les mouvements sont pas coordonnés, c'est nimp. Ce n'est que tardivement que le fonctionnement du réel est compris, avec les schèmes de l'objet permanent, de l'espace, du temps et de la causalité. Petit à petit, l'enfant saisit quelle incidence il peut avoir sur le monde. Il développe ses perceptions et est capable d'interaction. Et pour moi, c'est à peu près la même chose qu'il se passe lorsqu'un vieux joue pour la première fois aux jeux vidéo. Je plaisantais tout à l'heure, ma mère ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Et quand je lui ai passé une manette pour essayer Mario, elle galérait avec les plus simples mécaniques. Avancer, sauter, et surtout faire les deux en même temps. Un peu comme un bébé qui ne sait pas qu'il faut ouvrir la bouche avant d'apporter la cuillère. Les game designers prévoient souvent une introduction didactique, ou du moins un parcours logique qui nous familiarise avec les mécaniques. Des indices sont semés pour nous donner la direction à prendre, et le gameplay va en se complexifiant. Mais il est des jeux qui ne prennent pas de pincettes, car ils s'adressent à des joueurs déjà expérimentés. De même dans la vie, nos apprentissages passés nous permettent d'appréhender des situations quotidiennes, ce qui ne nous empêche pas d'être complètement perdus dans des situations nouvelles. Savoir rouler à vélo, ça n'est pas savoir conduire une voiture. Et pour l'apprendre, il nous faut refaire le travail de l'enfant. Coordination des mouvements, entraînement à la perception, construction de réflexes. Certains jeux réputés difficiles nous demandent simplement un effort d'apprentissage. La série des Dark Souls est réputée pour cette exigence envers les joueurs. En découvrant un nouveau lieu, il nous faut observer, mourir et apprendre. What makes the world of any given Souls game so much more interesting is that it doesn't play fair. Take for example Mimics in Dark Souls. The only way of learning that there are enemies in the game who look like chests and eat you to death if you try to open them is to find one and try to open it and die. It's good design.
Because they've quote-unquote unfairly sacrificed the player's life that one time, they've thoroughly instilled a sense of paranoia and awareness and given you an even greater sense of having the odds stacked against you in a horrible world full of murder and death. Life is unfair in the world of Dark Souls. Dans ce monde impitoyable, cet apprentissage nous donne un avantage pour cette dure lutte pour la survie. Et en cas de réussite, une cloche sonne là-haut. C'est la récompense de la dopamine. Le système dopaminergique, c'est en quelque sorte la première pierre pour un mode d'apprentissage très particulier qui est un apprentissage qui sert à mettre en place des comportements automatiques qui sont pertinents à la base pour la survie. Et cet apprentissage crée le chemin pour des comportements stéréotypés, car on a deux manières de prendre des décisions, soit de façon réfléchie, soit de façon mécanique. Et après l'effort de l'apprentissage, la plasticité synaptique crée ce savoir qui est réflexe, mécanique et permet d'aller plus vite. Une mécanique importante dans Dark Souls est l'esquive, que vous ratez au début parce que vous n'avez pas le bon timing et manquez d'informations sur les ennemis. Mais à force, vous développez ces comportements mécaniques avec la mémoire musculaire et prenez plaisir à vous voir réussir car meilleur au jeu. C'est aussi le principe de tous les roguelikes et jeux compétitifs, et peut-être pourquoi on y passe autant de temps. Le système dopaminergique n'est pas le seul système d'apprentissage, mais il nous rend sensibles aux addictions, qui sont des dépendances psychologiques. Dans le cas des drogues, une dose de dopamine va être envoyée de façon non justifiée et le cerveau va apprendre ce savoir qui est « drogue égale bien ». Dans le cas des addictions sans drogue, ce dérèglement peut venir d'un mauvais dosage de la récompense dopaminergique qui déséquilibre le système et qui rencontre bien sûr un individu fragilisé dans un contexte. Le comportement pathologique, il intervient quand ce comportement prend le pas sur d'autres comportements. C'est-à-dire que la puissance de la récompense associée à ce comportement est telle qu'elle efface tout le reste. Vous avez plus envie de manger, vous avez plus envie de sortir, vous avez plus envie de rencontrer vos amis. Et donc là, à ce moment-là, on commence à parler de comportement addictif. On peut avoir une addiction sans drogue, comme on peut avoir une dépendance physique à une drogue sans addiction. L'addiction, c'est psychologique, c'est le dérèglement du système de prise de décision qui nous fait répéter des comportements de façon compulsive. Si ça peut potentiellement toucher toutes les pratiques, il y en a qui sont plus à risque car elles proposent des récompenses facilement accessibles. Tandis que si vous pratiquez d'un instrument, il vous faudra sacrément travailler pour arriver à cette décharge dopaminergique en récompense. Aux machines à sous, un mouvement suffit pour avoir le résultat. De même sur Netflix, les séries s'enchaînent sans que vous ayez à vous impliquer. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a même affirmé que son premier concurrent était le sommeil. Et bien sûr, les jeux vidéo sont un cocktail explosif de sources de dopamine, dont on peut ici lister quelques éléments. Premièrement, l'aléatoire, qui nous fait dire « cette fois c'est la bonne », très ancien et qui explique le succès des casinos. C'est par exemple la grand-mère Babouchka dans Le Joueur de Dostoïevski, qui, à son premier jeu, multiplie par 100 sa mise, puis qui perd la quasi-totalité de sa fortune. Et la voici, jouant à la roulette. La grand-mère ne tenait plus en place. Les yeux fous, elle suivait la petite boule qui sautillait dans les alvéoles du plateau tournant. Nous perdîmes le troisième Frédéric. La grand-mère était hors d'elle. Elle donna même un coup de poing sur la table. Le Seigneur lui-même a voulu que je mette 2 pièces d'or. Elle était hors d'elle et me poussait de toutes ses forces. On a ici les propriétés du gambler compulsif. Impatience, irrationalité, colère et violence en cas d'échec, et croyance en une entité supérieure qui régirait le hasard. Et ça crie dans tous les sens que c'en est magnifique. De toute façon, lisez Dostoïevski. Deuxièmement, le monde complexe, que l'on explore et découvre. Point similaire à celui des œuvres de fiction, comme la littérature et le cinéma. On explore un monde fascinant qu'on ne veut pas quitter. C'est le monde de Narnia chez C.S. Lewis, ou bien Tamriel ou Bord de Ciel dans Elder Scrolls, où l'on se promène sans but. Troisièmement, les règles complexes, qui déterminent la difficulté et la rejouabilité. La difficulté crée de l'enjeu et dessine une courbe de progression. Jouer, rejouer, c'est s'améliorer. Ça peut sembler entrer en contradiction avec l'aléatoire, mais c'est complémentaire puisque on doit s'adapter aux imprévus. Ça existe aussi dans les jeux de plateau, comme les échecs, ou les jeux de cartes comme Magic. Quatrièmement, la compétition. Question d'orgueil, désir de gagner, de dominer. Conséquence directe du point précédent. Si on est fort, on l'est plus que son rival. Comme dans les sports, où on a les mêmes rage quit. Dans les jeux hautement compétitifs, comme League of Legends, les joueurs désireux de monter dans le classement se heurtent forcément à un mur de niveau et risquent de tomber dans la compulsion en essayant frénétiquement de s'améliorer. Enfin, la communauté. Formée par les joueurs, c'est un lieu d'acceptation où l'on ne pose pas de questions. On se retrouve avec ses amis sur Fortnite, comme avant on se retrouvait au skatepark ou à jouer au foot. C'est aussi le lieu d'une construction identitaire. On a une personnalité virtuelle à laquelle on s'attache et parfois que l'on préfère.
vous vous connectez, on vous pose pas de questions, on vous prend pour ce que vous déclarez être. Si vous dites que vous êtes rastophire, que vous êtes un tauren et que vous êtes chasseur, on ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes français ou sénégalais, blanc ou noir, psychologue ou psychanalyste, et vous avez ça vous repose de beaucoup de choses. Franchement, ça vous sauve la vie. Pour rappel, une pratique intensive n'est pas forcément une addiction, qui est un diagnostic clinique. Aussi, les jeux vidéo ne sont pas une drogue, puisqu'ils n'ont pas d'effet physique. Faisons donc attention aux termes employés. Si un des éléments que j'ai listés, ou tous ensemble, explique l'importance du jeu dans la vie d'un individu, il ne devient addict que s'il a des soucis personnels. Et le jeu qui était un refuge devient un aggravateur de ses problèmes. Et ce n'est pas simplement en supprimant les jeux qu'on règle les problèmes. Mais comme Netflix, il est triste de voir que des développeurs entretiennent le côté addictif de leurs jeux, en ayant recours à des méthodes de conditionnement opérant, nous faisant répéter les mêmes actions en boucle en vue d'une récompense, souvent dans un système aléatoire, des phénomènes très bien expliqués par Dorian dans ses épisodes sur les loots et le procédural. L'action compulsive du joueur, ça peut être de relancer partie après partie, n'acceptant pas les défaites ou désirant avoir plus et mieux faire. L'absurdité de cette action frénétique atteint son apogée dans un jeu que je trouve très beau, étant la métaphore de cette avidité insatiable sans objet. Cookie Clicker. Quand on clique, on a un cookie. Au bout de 15, on peut acheter un curseur qui clique automatiquement. Et les améliorations sont de plus en plus chères pour produire toujours plus de cookies qui ne servent qu'à améliorer leur production. Ouroboros du capitalisme aveugle qui donne le tournis. Pour être plus terre à terre, si vous êtes addict et que vous en souffrez, vous pouvez vous en sortir en vous faisant aider. L'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage, ni de risque de rechute en quittant un usage problématique. Une des solutions, c'est de quitter sa routine compulsive. Le comportement addictif est très contexte dépendant. C'est-à-dire, vous avez consommé ou pratiqué ce comportement addictif dans un environnement, dans un lieu, et donc si vous en sortez, il est beaucoup plus facile d'arrêter ce schéma de reproduction du comportement. Si notre mode d'apprentissage nous prédispose à l'addiction, il reste très plastique et on peut sortir d'une pratique en se concentrant sur une autre et découvrir 1000 activités que nous propose notre monde fantastique. Alors jouez, car les jeux c'est super, mais variez aussi. Et continuez de faire fonctionner ces capacités d'apprentissage qui vous gardent en vie, et aussi l'amour, qui commande au rouage docile de mon désir, et qui me, et le soleil, et les autres étoiles.